Et puis, oui, bien sûr, nos produits, nos chers produits. Est-ce qu'on vous a déjà dit combien coûte une tonne de canettes de bière aluminium qu'on ramasse dans vos poubelles? À qui on l'a dit là? Il y a quelqu'un à qui on l'a dit, ça? Non, mais je parle des gens qui trient. 990 € la tonne. C'était le prix, effectivement, qu'on avait avant la crise. Mais comme ça va passer, paraît-il, on va remonter. Donc, on était à ça. Donc, 990 € la tonne, ou 900 €, ça dépendait effectivement. Le plastique creux, pareil, il est à 235 € la tonne. Le papier carton est à 108 € la tonne. La ferraille, on a eu des pics, c'était entre 130 et 300 € la tonne. Le bois, ben ça c'était tout à fait exceptionnel. Moi j'ai une petite commune où j'ai 120 hectares de forêt. Eh bien les chablis, c'est-à-dire la partie haute de l'arbre, j'avais plus aucun problème pour les vendre, avec les nouvelles énergies et tout ce qu'il y avait. Et on se rend compte finalement que quand on rentre dans ces processus effectivement de recyclage des matières, aujourd'hui on voit également que ça induit la création d'emplois au niveau national. Donc ça a été vu notamment par les instances supérieures qui gèrent ce problème. On peut viser finalement un gisement de 350 000 emplois au plan national, dans le domaine du recyclage, si on voulait vraiment y aller. Voilà. Alors vous avez bien compris qu'on ne peut pas parler de déchets quand on parle de ça. Franchement, vous vous rendez compte de la quantité d'argent que ça représente, cette histoire-là? Donc ça fait des quantités astronomiques, effectivement, d'argent que nous avons à quelque part dans nos poubelles. Et puis, bon, je ne peux pas faire autrement que de penser, vous vous rappelez, Serge Gainsbourg, un jour, il a brûlé un billet de 500 balles. Tout le monde a hurlé. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Là, quand on envoie effectivement des produits nobles qui pourraient avoir un deuxième avenir, on les brûle. Et bon, on est exactement dans la même situation. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important, effectivement, de préciser. Alors, en plus, on rejette du CO2. Maintenant, on sait, c'est 17 € la tonne rejetée, c'est intéressant. On rejette, on a des problèmes de traitement des métaux lourds. Et puis, bien sûr, on a ce problème sanitaire des dioxydes, mais ça, j'y reviendrai pas, puisque Dominique, tu y as été tout à l'heure. Alors, pour réussir ça, pour réussir finalement à tirer la valeur de cette valeur ajoutée du geste du tri, il y a une chose qu'il faut faire impérativement. C'est que ici, les produits mous de cuisine, les fermentescibles, tous les produits finalement qui sont décomposables, eh bien, il faut qu'ils soient à part. Alors complètement à part, qu'ils ne soient pas mélangés au reste du gisement. Parce que vous comprenez très bien qu'ils ne font pas trop bon ménage avec les journaux, ni avec les textiles, ni avec les piles, n'est-ce pas, ni avec les vêtements, les seringues et toutes ces choses-là. Donc, cela impose que pour réussir finalement le tri, un tri vraiment performant, eh bien, il faut d'abord pouvoir isoler cette part de produits fermentescibles et de produits verts, bien évidemment, les mettre de côté. C'est important, parce que ça représente déjà 30% du poids de votre poubelle. Donc, si vous pouvez on peut déjà travailler là-dessus, c'est important. Alors, chez nous, au niveau de la communauté de communes, on a distribué des composteurs. Les gens qui ne voulaient pas acheter le composteur, on a distribué des plants, enfin bref. Et on a fait de la formation à la Maison de la Nature. Tous les samedis matins, les gens étaient invités, avec le Googloff et puis le Gewürz, justement un petit peu comme ça, par série, par village, par quartier, pour venir un peu se mettre au parfum par rapport au tri. Alors des composteurs, il y en a eu de tous les types. Et puis il y a des endroits finalement où ils ont fait autrement, c'est-à-dire ils ont fait des compostages regroupés, c'est tout près de chez vous, c'est à Saint-Philbert-de-Bouenne, un peu plus au nord. Et là, effectivement, donc, ils ont un compostage, une plateforme de compostage collective où les gens du village apportent effectivement leurs produits fermentescibles vers un maître composteur pour les trier, pour les composter. Et lorsque le compost a été maturé, ben les gens peuvent revenir rechercher du compost pour leur jardin ou leur jardinière. Donc ça, c'est tout près de chez vous. C'est facile, effectivement, à voir comment ça se passe. On a également ce type de process au niveau de l'habitat collectif. Ça, c'est sur l'Alsace, c'est chez nous, donc au niveau de Cernay. Et là, effectivement, il faut dire que le département du Haut-Rhin, depuis que l'incinérateur d'Aspac, le projet a été, disons, décapité, donc pour raison de diminution drastique de la masse globale des produits mélangés, eh bien, le département du Haut-Rhin, il a signé effectivement une délibération, c'est le seul, je crois, en France qui l'ait fait,
où effectivement ils ont décidé de prendre en charge la collecte sélective des biodéchets au porte-à-porte en milieu urbain. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place maintenant, qui va démarrer, et qui est donc très important, très intéressant. Le lombricompostage, je ne vous en parlerai pas, mais il y en a toujours sur un immeuble, il y en a toujours un ou deux qui le font, hein, avec les lombrics. Et c'est donc mon ami Toukas qui a donc commencé de faire ça avec la taxe. Donc c'est quand même une expérience extrêmement intéressante dans sa bonne ville de Rouffach, et qui, sur 2 ans, est arrivé à induire une diminution de la facture presque de 20%. Donc, il y a moyen, effectivement, de faire des choses quand même très, très, très intéressantes. Sur la ville de Fribourg, qui est à quelques kilomètres, il suffit de franchir le Rhin. Donc là, ils récupèrent les fermentescibles au porte-à-porte aussi. Et à ce moment-là, ils récupèrent, donc, ils ont eu un gisement sur 450 000 habitants. Donc, c'est quand même important. Ils ont 26 000 tonnants là, sur cette affaire qui récupèrent donc de produits fermentescibles. Il n'y a que ça, hein, ce n'est pas mélangé. Il y a entre 3 et 4% de refus dans cette affaire. Et là, on voit que sur 1000 kilos, en gros, de produits fermentescibles, on obtient 150 kilos de gaz, 310 kilos de compost, 500 kilos d'eau, ben ça c'est normal, hein, c'est des produits mouillés, et 40 kilos effectivement de refus qu'on est obligé de mettre, d'orienter ailleurs. Voilà. Alors ils fabriquent du courant électrique, donc là ils font 6 mégawatts à raison de la production de 17 000 mètres cubes jour, effectivement, de fabrication de méthane. Le coût de la totalité de l'installation ici est de 8 millions d'euros. Et là, effectivement, on voit que ça revient en gros à 80 euros la tonne, en gros avec le fonctionnement, l'investissement et tout cela. La seule contrainte qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de lixivia, saturé en azote et matière en suspension. Il faut avoir derrière ou à côté une station d'épuration qui soit en bon état, en bonne santé et performante. Voilà, ça c'est très important. Après ça, donc, une fois qu'on a séparé les biodéchets, une bonne partie de ces biodéchets, qu'on les a mis dans le composteur, donc on a déjà ressorti, on l'a vu, on l'a calculé sur la communauté de communes, ça fait une moyenne qui est de 74 kg par habitant et par an, en moins de produits résiduels. Donc c'est terrible parce que 74 kg multiplié par 15 000 habitants, vous voyez en tonnes le nombre de camions que vous n'avez pas besoin de faire circuler, quoi. Ça commence à prendre des proportions tout à fait intéressantes. Alors, bien évidemment, notre poubelle que nous avons, nous, alors la communauté de communes, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc distribué des poubelles qui sont dotées d'une puce informatique. Et ces poubelles, sur lesquelles il y a le sigle de la communauté de communes, on invite les gens, finalement, à mettre dedans leurs produits non triés. Tout ce qu'ils ne peuvent plus trier, eh bien, ils le mettent là-dedans. Les fermentescibles sont à part. Cette poubelle, elle a 2 fonctions. La première, bien sûr, c'est de sortir les produits résiduels ultimes. La deuxième, c'est que quand vous mettez la poubelle sur la route, ici, elle sert de mobilier routier, de panneau de signalisation pour dire au camion « Stop, arrête-toi ». Facture 76 centimes d'euros quand il s'arrête. Donc les gens, ils ne sortent plus les poubelles alors qu'elles ne sont pas pleines. D'accord? Ils ne les sortent que lorsqu'elles sont pleines. Puisque les produits fermentescibles, les choses sont traitées à côté, donc ça ne pose pas trop de problèmes, surtout pas dans les périodes intermédiaires ni en hiver. En été, des fois, bon, ils y vont quand même, bon, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ça a un autre avantage, c'est que lorsque la poubelle est pleine, vous ne pouvez pas imaginer que le soir, au clair de lune, le voisin vienne mettre ses poubelles dans la vôtre, puisqu'elle est pleine. Hein, c'est important. Alors le lendemain matin, bien évidemment, c'est collecté. Donc le camion va donc récupérer, peser, il a un système de pesée, d'identification du bac de la puce informatique qui est ici. Le bac va être pesé 70 fois en montant, 70 fois en descendant. Hein. C'est l'informatique qui fait ça. Alors c'est important parce qu'en période hivernale, chez nous, souvent quand vous sortez la poubelle la veille, ça gèle dans la poubelle. Et bon, il y a une partie de la poubelle, du contenu qui peut rester dedans et qui ne tombe pas dans le camion. Alors si on pèse en montant et en descendant, il n'y a que ce qui est tombé dans le camion qui est effectivement facturé. Donc ça, c'est le processus de fonctionnement. Ensuite, évidemment, l'ensemble est donc
enregistrés à l'intérieur du camion sur un ordinateur. Et les résultats, effectivement, sont transmis à la communauté de communes et donc au secrétariat et comptabilité, où là, effectivement, sont établies les factures avec toutes les données. Dans les immeubles collectifs, on a des parcs à poubelles comme ceci, avec un grillage relativement haut. Chaque personne du bloc a un pass ici pour entrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, effectivement, de cet alvéole, on a donc des poubelles. Mais ces poubelles, chacun a la sienne. Et sur chaque poubelle, effectivement, il y a un verrou. D'accord ? Donc, de manière, bah oui, puisque là, quand ils viennent, ils ouvrent leur poubelle et puis hop, ils mettent les affaires dedans. Et lorsqu'il y a collecte, ils le savent. Par exemple, c'est mardi matin. Lundi soir, celui qui a sa poubelle qui est pleine et qui veut l'avoir vidée, il laisse la poubelle comme elle est. Et celui qui veut que la poubelle ne soit pas ramassée, ben, il suffit qu'il la retourne. Si la poubelle est retournée, le ripper, il ne la prend pas. Voilà. Ensuite, autour, ici, il y a les autres bacs pour le papier, le carton, la ferraille, enfin tous les autres recyclages qui se trouvent à cet endroit. L'autre point, bien sûr, c'est qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Hein. Nous, en tant qu'élus, on doit mettre tout le monde dans le coup, aussi bien les commerçants et surtout les moyennes et les grandes surfaces. Donc là, on a mis en place maintenant les plateformes de déballage à la sortie des caisses. Donc à la sortie des caisses, les gens qui habitent dans des logements ou dans des HLM, eh bien, ont la possibilité de tous les emballages excédentaires, après la caisse, une fois qu'ils ont payé, ils déballent et puis ils laissent ça au supermarché. Hein? Donc c'est important parce que nous, on y a été comme ça parce qu'on a vu ce qui se passait aussi ailleurs. On s'est dit, tiens, il faudrait peut-être réfléchir, peut-être aller un peu plus loin. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça a complètement changé la vie au niveau du supermarché. Parce que les tenants du supermarché ont dû former leur personnel pour expliquer effectivement aux gens. Et puis derrière, il a également fait la chose suivante, c'est qu'il a imposé le tri au niveau de la maintenance des rayons et ainsi de suite. Si bien que derrière, au lieu de sortir tout ce qu'il y avait du supermarché, dont on n'a plus besoin de mettre tout dans la même benne, ils ont plusieurs bennes en fait. Et cette fois-ci, il arrive à avoir des produits de bien meilleure qualité en termes de recyclage. Et disons, sur l'année dernière, là, un Super U, là, ça lui a fait effectivement un bénéfice, le supermarché, hein, de 3 000 € sur l'année par rapport à ce qu'il avait l'année avant. Donc ça veut dire que ce n'est pas neutre du tout, c'est neutre pour personne cette affaire. C'est quelque chose qui marche pas mal, et surtout qu'à partir du moment où quelque chose reste au supermarché, ce n'est pas un produit résiduel ménager, c'est un DIB, c'est un déchet industriel banal. Et là, il y a un gros avantage, c'est qu'à partir du moment où c'est un déchet industriel banal, il a la possibilité, comme le commerce est libre, et qu'il a signé un contrat avec un prestataire de service, et la possibilité de se sortir du département, déjà avec ces produits résiduels. Et même depuis l'arrêté du 11 décembre 2007, au niveau européen, à partir du moment où il y a plus de 5% du contenu de la benne de DIB qui est reconnu comme recyclable, il gagne la libre circulation sur la totalité de l'espace européen. Donc pour le recyclage, il y a de nouvelles voies qui sont en train de s'offrir. C'est en train de partir un petit peu dans pas mal de sens qui méritent d'être réfléchis. Donc tout le monde s'y est mis. Nos voisins allemands ont de l'avance sur nous, bien sûr. Ils ont déjà des trucs vraiment tirés. Nous, on a encore un petit peu au bricolage. Ça ne fait que 10 ans que nous fonctionnons, que nous avons commencé. Mais enfin, c'est des choses qui marchent bien. Pendant ce temps-là, on a